Alors, eh bien, je pense que je vais d'abord commencer par vous remercier. Vous remercier de m'avoir invité à parler de ce module sur le genre que je donne maintenant depuis 5 ans à la Haute École en Hainaut. Principalement aussi vous remercier d'être venu parce que je ne vous cache pas que je n'ai pas l'habitude de parler de ce module parce qu'en général, pas beaucoup de collègues m'interrogent sur ce module. Je pense que globalement, ils s'en fichent un peu. C'est un cours qui a l'air sympathique. Voilà, on parle beaucoup, on discute beaucoup, mais par ailleurs, ça ne doit pas être très, très sérieux. Par contre, moi, je suis par ailleurs professeur de français et là, je dois dire que souvent, on m'interpelle et on m'interroge sur les dramatiques problèmes orthographiques de nos futurs enseignants. Parce que ça, c'est un vrai enjeu, l'orthographe de nos enseignants. Par contre, que les étudiants commettent des impairs ou véhiculent des stéréotypes ou continuent dans leurs leçons d'histoire à ne parler que des hommes de l'histoire ou dans leurs exercices de mathématiques et dans les problèmes, il n'y ait que des garçons qui apparaissent, ça n'a pas l'air de gêner grand monde. Donc vraiment, je tiens vraiment à vous remercier par rapport à ça. Alors, vous dire aussi que d'emblée, je pense que la grande difficulté de ce cours, c'est que c'est une discipline qui est vraiment pas évidente à définir parce que contrairement, donc je vais continuer avec l'exemple du cours de français, contrairement à un cours comme le cours de didactique du français ou de maîtrise de la langue, c'est un dispositif qui fait vraiment appel à la générosité des personnes, c'est-à-dire au fait que les étudiants et les enseignants acceptent à un moment donné de se mettre en danger. Parce qu'en fait, on ne fait pas tellement de théorie sur le genre, c'est un peu en réponse à ce qu'on a dit ce matin, on ne fait pas vraiment de la théorie, on pratique. On pratique la situation et les situations d'inégalité. Et donc, en fait, on fait vraiment appel au vécu des étudiants, mais aussi au vécu des enseignants. C'est quand même un donnant-donnant, c'est-à-dire que même si on est formateur et qu'on garde notre posture de formateur, on passe un accord avec les étudiants. En général, on essaye de construire ensemble un cadre. On parle souvent de cordes, de ring, de boxe en disant, voilà, ça ne va pas toujours être simple, on va aborder des zones sensibles, mais rassurez-vous, c'est permis. On a le droit d'être entendu, on a le droit de se tromper, on a le droit de changer d'avis et on a surtout le droit de demander encore un peu de temps avant de remettre en question un certain nombre de choses dans ses pratiques et surtout dans son vécu personnel par rapport à l'égalité homme-femme. Moi, par exemple, j'engage aussi ma bienveillance et le fait que je promets d'essayer de garder mon rôle de formatrice tout au long de la semaine. Alors vous verrez que c'est pas toujours simple, vu parfois les discussions qui ont lieu et les discours qui sont tenus, c'est pas toujours simple, mais on essaye au fur et à mesure de garder de la distance. Pourquoi c'est pas simple? Parce qu'on aborde quand même des problématiques qui ne touchent pas seulement la formation et un futur métier. C'est-à-dire que parler égalité homme-femme, on ne se dit pas juste ouais, je vais être égalitaire dans mes pratiques d'enseignement et puis ça n'a rien à voir avec ma vie privée. En fait, on remet aussi énormément de choses en question sur sa vie privée, enfin dans le cadre de sa vie privée. Et donc effectivement, c'est parfois assez fastidieux et fatigant de donner cette formation. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, on a envisagé ce travail sur un module d'1 semaine. Donc pendant 1 semaine, les étudiants sont avec nous par groupe de 25. Et pendant 1 semaine, on aborde la question et du genre et de la diversité culturelle parce que c'est un module qui fonctionne en duo. Et ce module, on a bataillé pour l'obtenir juste avant la semaine des vacances de printemps. Non pas parce qu'on pense qu'ils doivent un peu méditer, quoique, mais c'est surtout qu'après ça, on est vraiment fatigué. Parce qu'on a passé 1 semaine à avoir des discussions de fond sur base d'activités, mais où on a vraiment tous donné énormément d'énergie dans ce module. Les enseignants, mais aussi les étudiants. Alors, en ce qui concerne les formateurs, donc, ça, c'est la bonne blague, c'est que
Nous n'avons pas de titre requis. Moi, je suis romaniste de formation. Et donc, c'est un peu sur base volontaire que dans les hautes écoles, on dit « moi, j'aimerais bien travailler sur le genre ». En général, je ne vous cache pas qu'on ne doit pas beaucoup se battre pour obtenir ces attributions, hein, parce qu'effectivement, personne ne semble vouloir à tout prix donner ce cours. Et donc après, ben voilà, aller à IACTA Est, on fait un peu comme on le sent, très très peu d'organisation autour de ça. Et donc nous, comment on a fonctionné? Eh bien, on s'est dit, on va aller chercher la formation là où elle se trouve. Et donc, on a été rencontrer les CME, on a suivi une formation avec eux, Le Monde selon les femmes, mais aussi d'autres organismes comme ITECO ou le CEDJI qui travaillent sur la diversité culturelle, mais aussi sur l'intégration du genre dans la diversité culturelle, et pas l'inverse pour le moment. Je sais que tout ça est un petit peu problématique, mais voilà, on a été chercher des ressources là où elles se trouvaient. Alors, je parlerai souvent en nous, parce qu'en fait, on est une équipe de 5, qui n'a pas beaucoup bougé depuis 6 ans. Dans cette équipe, il y a un homme, Michel, à qui je rends hommage à chaque fois que je peux, puisque cet homme courageux s'est impliqué dans la formation. Alors c'est vrai que ça peut faire sourire, mais c'est vrai aussi qu'on n'a vraiment pas beaucoup de personnes qui souhaitent participer à la formation. Certains sont intéressés, mais malheureusement, dans les priorités en termes d'attribution, le cours n'est jamais en premier de classement, quoi. Donc souvent, on nous dit « oui, ça pourrait être bien, mais j'ai déjà d'autres choses à faire » et donc c'est évidemment un peu compliqué. Alors, en ce qui concerne les outils théoriques, donc c'est un parti pris de se dire que nous ne sommes pas dans un enseignement universitaire. Nous ne menons pas nécessairement de recherche scientifique et nous n'étudions pas nécessairement des recherches scientifiques avec les étudiants. Et étant donné que nous avons 30 heures pour donner ce cours, on a pris le parti de se dire on va vivre la sensibilisation à l'égalité et puis on espère permettre aux étudiants de susciter un peu leur curiosité. C'est-à-dire que l'idée, c'est que tous les parallèles théoriques sur la notion de genre, sexe, nature, culture, etc., on leur propose dans un portfolio. Et ce portfolio, il est constitué d'outils qu'on a sélectionnés pour justement l'aspect vulgarisé du discours, c'est-à-dire qu'il soit un minimum accessible, étant donné que les étudiants découvrent pour la plupart, pour la première fois, tous ces concepts. On termine le portfolio avec un certain nombre de références bibliographiques, d'articles scientifiques où là, le discours est peut-être plus soutenu, mais on souhaite réellement qu'ils puissent sortir de cette formation avec au minimum une capacité à développer une réflexion sur ce sujet-là sans être noyé par toutes les références théoriques qu'on aurait pu leur proposer. En ce qui concerne, je suis désolée, mais je switch à chaque fois sur les 2 ordinateurs. Voilà. Le processus méthodologique, donc après avoir suivi ces formations, on a imaginé que avant d'évoquer avec les étudiants le fait qu'il faut intégrer et porter des lunettes de genre, parce qu'on utilise souvent cette image, quand on envisage ces pratiques dans une école, nous, notre enjeu, on considérait que c'était essentiellement de faire en sorte que les étudiants adhèrent aussi à cette question-là. Je pense que ça a été d'ailleurs un peu abordé ce matin. C'était l'idée de dire, en même temps, s'il y a des réticences, on a beau dire tout ce qu'on veut, les étudiants ne vont pas nécessairement manifester leur réticence, mais ils n'en pensent quand même pas moins. On est dans une posture de formateur, on les évalue, et ça c'est aussi un questionnement qu'on a, c'est on les évalue à la fin, et donc forcément ils sont quand même toujours un petit peu dans cette relation entre deux de ce que je pense et ce que je pense que l'enseignant voudrait que je pense. Et donc forcément on n'est jamais sûr que les étudiants qui réagissent pour nous faire plaisir, pour l'attendu, ça a été évoqué ce matin, ou réellement selon leurs convictions.
Et donc, on se dit, de toute façon, il faut sans doute qu'ils prennent un minimum conscience de l'existence de stéréotypes, parce que ce n'est pas toujours évident. On commence généralement l'activité avant ça en disant « Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'en Belgique et en Fédération Wallonie-Bruxelles, les hommes et les femmes sont à égalité ?» Alors, c'est une question très très vague, mais les étudiants assez spontanément répondent « Ben oui, oui, on a tous le droit de faire ce qu'on veut. On peut choisir les études qu'on veut faire, on peut faire les activités qu'on souhaite, il n'y a pas de problème, on est à égalité. » Et à partir de ce moment-là va commencer le travail de la prise de conscience. Prise de conscience de l'existence de stéréotypes. Par exemple, on commence avec une petite énigme. Alors, je vais vous laisser le temps de lire la petite énigme. Est-ce que quelqu'un veut proposer éventuellement une hypothèse? Qui est? Voilà. Alors, le médecin est en fait la maman, une femme. Alors, avant d'arriver, vous avez été très très rapide, avant d'arriver, en général, nous avons d'autres types de réponses qui font sourire ici parce que c'est entre nous, mais je vous assure qu'on s'abstient de sourire quand on les entend. Nous avons, voilà, par exemple, le fait de dire ce n'est pas en fait son père biologique qui en réalité est mort. C'est un père d'adoption et donc c'est pour ça que... On a aussi... C'est possible aussi, évidemment. On a aussi la proposition qui est le médecin est en fait son beau-père, mais il le considère comme sa fille, et donc c'est pour ça qu'il dit c'est ma fille, etc., sous le coup de l'émotion, voilà. Et très généralement, l'idée de la famille homoparentale. Alors, tout ça est possible, cohérent et légitime, et c'est pas du tout un problème d'envisager ça. On travaille juste avec les étudiants sur le fait qu'avant même d'imaginer qu'un médecin puisse être une femme, on imagine d'abord qu'il y a le père qui est le vrai père, mais pas le vrai père en fait, ou que c'est le beau-père, ou que c'est une famille homoparentale. Et donc, c'est ça qui est intéressant, parce que, en même temps, on ne veut pas du tout les piéger. Donc, on leur dit, et c'est en ça que nous, en tant que formateurs, on accepte aussi de se confier. On dit, ne vous en faites pas. On a tous mis un temps fou à le trouver. Nous sommes aussi tombés dans le panneau la première fois. Ce n'est pas dramatique, mais simplement prenons conscience que, comme ça, a priori, si on nous demande une réflexion rapide sur un sujet, on va vraisemblablement imaginer autre chose que le fait qu'un médecin puisse être une femme. Et généralement, puis je répondrai à votre question, généralement, on a aussi tout un débat après sur la féminisation des noms de métiers, où ils nous disent, mais alors pourquoi c'est pas là, médecin, etc. Et c'est un instant clé et intéressant pour justement dire, ben, c'est vrai, le fait que les noms de métiers ne soient pas féminisés, en tout cas ne l'étaient pas avant 1993, c'est-à-dire, ils me l'ont rappelé la semaine passée, époque où ils n'étaient pas encore nés, effectivement, oui, d'ailleurs, ça m'a fait un petit peu mal, parce que je me suis dit, tiens, moi, oui, effectivement... on leur dit, mais c'est ça le problème, c'est que là où le féminin n'existe pas d'un point de vue linguistique, eh bien, en fait, il n'existe pas non plus inconsciemment dans les pratiques. Et donc, on peut comme ça discuter de ce fameux décret de féminisation des noms de métiers, pour lequel ils disent, a priori, avant tout ça, c'est quand même une prise de tête qui sert à rien. Chef E, 2 FE, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est moche. Et donc, effectivement, ça permet de discuter là-dessus. Vous aviez une question? Ok. Oui, tout à fait. Alors,
ensuite, ce qu'il est aussi important d'envisager avec eux, c'est analyser justement ce processus de transmission des stéréotypes. Donc on se dit, ok, c'est vrai qu'on vit tous avec des stéréotypes. On est tous de toute façon porteurs de stéréotypes, qu'on le veuille ou non. À condition d'en prendre un minimum conscience, on peut aussi travailler sur l'origine de ces stéréotypes. Et donc, effectivement, là, on passe par une phase d'observation, de support assez symbolique, lié soit au monde de la famille, donc tous les jouets, les activités qui sont proposées aux enfants, les activités parascolaires, etc. Mais aussi l'importance le rôle joué par les médias, c'est-à-dire tous les messages qui peuvent être véhiculés en permanence dans les médias. Et puis, on évoque bien évidemment l'éducation, notre rôle dans la scolarité, par exemple, avec les instituteurs maternels, institutrices maternelles ou primaires, par rapport à une littérature qui serait choisie. C'est-à-dire, on peut faire lire Princesse parfaite avec Zoé qui est trop bavarde, et une princesse parfaite, ça ne parle pas. Ou la Formule 1 de Gabin, mais on a aussi, si je me souviens bien, on a la moto de Marco, le camion pompier de je ne sais plus qui. Bref, toute une série d'éléments qui amènent les enfants dès le plus jeune âge à intégrer comme ça un certain nombre d'assignations. Alors pour anecdote, l'an dernier, on avait montré un reportage qui s'appelait « Les bébés de l'égalité ». C'est un reportage qui a été fait comme... C'était une réalisation d'un travail de fin d'études d'une école d'art et de cinéma, je pense. On l'avait eu, je ne sais plus comment, un peu en première, c'est-à-dire il n'était pas diffusé. On a demandé autorisation de le montrer aux étudiants. Et c'était un reportage vraiment très, très sympa qui montrait des crèches qui avaient pris cette position d'analyser les pratiques avec les enfants et dès le plus jeune âge, quelles sont les activités qu'on propose aux petites filles, les activités qu'on propose aux petits garçons, essayer de proposer des activités de cuisine aux garçons et également de bricolage et d'aventure pour les filles, etc. Donc vraiment tenter de proposer dès le plus jeune âge une éducation qui ouvre le choix des possibles des enfants en termes d'activité. Et donc on trouvait que c'était très très représentatif par rapport à la transmission des stéréotypes en disant ben voilà, ça commence dès le plus jeune âge. Alors on ne s'attendait pas du tout au tollé que cette vidéo a provoqué, c'est-à-dire qu'on a vraiment eu des réactions là qui venaient vraiment viscéralement de représentations, certains, pas tous évidemment, mais je me souviens qu'il y en avait 3-4 qui se sont vraiment sentis agressés par ce reportage en disant « mais vous cherchez quoi là exactement ? Vous cherchez à nous dire que de toute façon on est tous pareils ». Et puis, qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, mon enfant, il est hors de question, si j'ai un garçon, qu'un jour, il joue avec une poupée. Et puis, c'est quoi cette idée de mettre à la mode l'homosexualité? Alors, j'ai dit, oula, là, je ne vous cache pas que je ne me suis pas dit, oulala, ça va être compliqué. Je me suis dit, la Marie, t'es dans la merde. Comment tu vas travailler là-dessus avec ces étudiants? Parce que là, on avait l'espèce de nœud omniprésent et latent quand on discute de ça, c'est de basculer, et je pèse vraiment mes mots pour le dire, sur le débat de l'homosexualité par rapport à deux choses. D'abord, c'est sous-entendre que travailler sur l'égalité va forcément amener les enfants à soit de se construire une homosexualité, parce que c'est ce qu'ils disent, hein, donc de faire croire que l'homosexualité est une construction culturelle et sociale, soit à révéler beaucoup trop facilement cette homosexualité. Et puis la deuxième chose, c'est de considérer que l'homosexualité est un problème. Et donc on arrive à ce moment-là vraiment dans une discussion où si ça tombe, c'est-à-dire si la discussion arrive, on ne peut pas se permettre de continuer tant qu'on n'a pas travaillé là-dessus. Et donc c'est pour ça que c'est aussi une discipline hors du commun, parce qu'on n'est pas toujours sûr de la suite de la discussion, et on se retrouve parfois dans des situations où on se dit je ne sais pas très bien comment je vais continuer à avancer sur ce débat-là. Donc ça, c'est vraiment une chose qui n'est pas simple, mais qui est très très riche.
et le seul constat qu'on aurait pu faire, c'est que moi, j'ai l'impression par rapport aux autres années que la parole s'était un peu libérée l'année passée par rapport à l'égalité et à l'homosexualité. Et je me demande si effectivement, on le disait un peu ce matin, est-ce que le débat français n'est pas à un moment donné venu influencer aussi la problématique en Belgique. C'est aussi un moment, quand on observe les supports, un moment où inévitablement vient se poser la question de ce qui est inné et ce qui est acquis. C'est-à-dire, et donc la distinction aussi entre le sexe et le genre, et c'est comme ça qu'on peut l'aborder, c'est-à-dire cette question de savoir qu'est-ce qui est de l'ordre biologique, qu'est-ce qui est de l'ordre culturel, et comment faire pour ne pas confondre les deux. Est-ce qu'il y a des différences biologiques? Oui, bien sûr. Est-ce que ça justifie les assignations de rôle dans une société? C'est là qu'on va essayer d'avancer. Donc à ce moment-là, on profite de cette occasion pour évoluer vers la troisième étape, qui est celle de prendre conscience du danger et des conséquences néfastes d'un conditionnement. Ce qu'on fait à ce moment-là, donc c'est une petite activité que moi j'affectionne beaucoup, il y en a d'autres, hein, mais c'est une que j'utilise maintenant assez souvent parce que je la trouve très significative. On distribue aux étudiants un post-it et on leur demande de terminer la phrase suivante qui est j'aurais voulu être une fille ou j'aurais voulu être un garçon le jour où. Et les étudiants indiquent la première chose qui leur passe par la tête ou réfléchissent un moment. Et on va disposer sur un tableau l'ensemble des post-it. Et généralement, c'est un moment d'échange très important parce que les étudiants d'abord se confient, partagent un élément personnel de leur vécu, qu'il soit lié à leur futur métier ou non. Et l'intérêt vraiment de cette activité, c'est de mettre en évidence que, de manière très concrète, ce fameux conditionnement. C'est-à-dire, ce n'est pas juste une théorie, c'est votre voisin de droite, votre voisin de gauche, voilà ce qu'il a subi parce qu'il était une fille ou parce qu'il était un garçon. Parce qu'elle était une fille ou parce qu'il était un garçon. Et rendez-vous compte que tout le monde le subit. Parce que jusqu'à présent, jamais aucun étudiant n'a manqué d'inspiration. Je n'en ai encore jamais rencontré un qui m'ait dit « je n'ai pas d'idée, je crois que ça ne m'est jamais arrivé ». Jamais. Alors, je ne vous cache pas que c'est parfois un peu comique, certaines choses. On peut sourire en se disant, voilà, Nathalie qui dit « mes frères m'ont exclu de leur partie de foot parce que j'étais une fille ». Mais il y a aussi un peu moins drôle. Je voudrais être un garçon le jour où, à chaque fois, pardon, elle avait modifié la phrase, chaque fois que mon père me dit « Gwen, ménage ». Je suis allée au salon de l'auto et que tous les vendeurs parlaient à mon copain. Ou le jour où j'ai dit à mes parents que je voulais devenir ingénieur civil. Pour IMA. Pour information, nous ne formons pas d'ingénieur civil dans mon institution, donc visiblement, elle n'a pas été autorisée à faire cette formation. Alors, l'intérêt aussi, c'est que on parvient à travailler sur les deux pôles. Ce ne sont pas que les filles qui sont victimes de ces assignations. Les garçons aussi, lorsque ils sont rentrés dans un magasin de bijoux et qu'ils trouvaient tout beau, chaque fois que je me retrouve devant un choix réduit de vêtements, le jour où les promotions en boîte, les soirées gratuites pour les filles ont été inventées, et chaque fois que je dois payer au restaurant, galanterie oblige. Et enfin, depuis que j'ai commencé mes études d'instit. Alors, tous ces partages permettent aussi de discuter, c'est-à-dire de dire pourquoi tu payes au restaurant à chaque fois si ça te dérange, pourquoi tu le fais, de remettre en question aussi cette question de galanterie, à quoi elle sert, est-ce qu'elle est nécessaire, est-ce qu'il n'y a pas d'autre mode de fonctionnement que celui-là. Et nous pouvons comme ça ensuite, grâce à ça, se dire qu'effectivement, nous véhiculons des stéréotypes, nous les incarnons. Nous avons compris comment on les avait reçus, ces stéréotypes, quelle était l'origine de ces stéréotypes. Nous avons compris quel était le danger et la frustration d'un tel conditionnement. Et donc, on l'espère, et ça arrive assez généralement, les étudiants se disent « bon, c'est gentil tout ça, mais maintenant quoi ?» Et c'est à ce moment-là qu'on a un moment
de discussion et d'échange où les étudiants, on l'espère, et en tout cas majoritairement, sont disponibles intellectuellement pour entendre des propositions d'intégration dans les pratiques éducatives par rapport à l'égalité. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on s'autorise à leur dire, vous savez, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi faire quelque chose et vous n'êtes pas obligé d'être dans une fatalité. Il y a des initiatives qui sont prises, il y a des outils. Et on leur propose donc d'observer, d'utiliser ces outils. Et ce qu'on fait généralement alors à ce moment-là, c'est qu'on utilise sur base volontaire les leçons d'étudiants qui souhaitent justement mettre en examen les leçons qu'ils ont proposées précédemment durant leur stage. Et donc de dire, effectivement, qu'est-ce qu'on aurait pu envisager pour s'assurer que vous aviez mis vos lunettes de genre et que c'était positif comme attitude. Alors, ça, c'est par rapport à leur rôle éducatif. Maintenant, étant donné qu'on a travaillé avec eux toute la semaine, pas seulement sur leur pratique éducative, mais aussi sur leur vie privée, sur leurs valeurs, sur leur registre de famille, c'est-à-dire comment on vit dans sa famille cette égalité ou comment on ne la vit pas, etc. On pense qu'il est important de se dire au revoir à un moment donné en formulant une action, quelque chose qu'on a envie de mettre en place et qu'on se sent capable de mettre en place. Parce qu'effectivement, si on leur dit, voilà, vous l'avez vu, maintenant il n'y a plus qu'à changer le monde, peut-être qu'ils vont se sentir un petit peu noyés par l'enjeu. Et donc, nous, ce qu'on dit, c'est, on va formuler une action concrète qu'on va tenter dans un temps plus ou moins proche de réaliser. Et en général, ça permet de clôturer un peu tout ce module de formation. Alors, maintenant, la question qu'on peut se poser, que vous allez peut-être me poser, donc j'anticipe un peu. Est-ce que ce module fonctionne? On ne sait pas très bien, parce que, si on veut être honnête, même en termes d'évaluation, on n'a pas encore trouvé la clé qui permettrait d'envisager, d'évaluer l'impact que ce module peut avoir sur les pratiques d'enseignement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas oublier qu'on est dans une formation initiale où ils sont à terme évalués et qu'à un moment donné, stratégie oblige, ils vont répondre aussi à ce qu'ils perçoivent des attentes. Et donc, on ne sait jamais quel est le degré d'honnêteté, mais ce n'est pas du tout péjoratif quand je dis ça. Je veux dire, on a tous été étudiants, on a tous à un moment donné dit oui à un enseignant pour ne pas avoir d'ennui. Et donc, on ne sait pas du tout. Mais on peut percevoir des petites choses. Par exemple, Aline, c'est une étudiante qui a suivi le module l'année passée et qui fait son TFE chez moi, mais par rapport au théâtre, donc ça n'a rien à voir, et qui voulait adapter un conte en pièce de théâtre. Et elle avait choisi La princesse au petit pois. Je ne sais pas si vous connaissez ce conte. Bref rappel, le prince cherche évidemment une princesse, il ne la trouve pas, il fait le tour du monde, il ne la trouve pas. Un soir, enfin, une jeune fille vient frapper à la porte du royaume, mais il y a eu beaucoup d'orages, un gros orage, et la petite princesse arrive et elle est vraiment mal vêtue, les cheveux tout mouillés, elle ne ressemble en rien à une princesse. La reine se méfie donc particulièrement, et pour voir si cette princesse est vraiment une princesse, elle va glisser un petit pois en dessous de 20 matelas pour faire dormir la princesse dessus. Et on verra bien comment la princesse va réagir. Et le lendemain, la princesse se réveille en disant « Oh, j'ai mal partout, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai des bleus partout. Il y avait quelque chose de très très dur qui faisait mal dans le matelas. » Et évidemment, il ne peut y avoir qu'une princesse pour être aussi douce, aussi sensible et aussi légère. Voilà. Alors elle m'explique ce conte et elle me montre sa séquence et je dis oui, c'est super cette adaptation théâtrale, mais au niveau du message qui est véhiculé chez les enfants et au travers de ce conte, alors je ne dis pas qu'on ne peut plus voir le moindre conte, je dis est-ce que tu comptes aborder la question? Et là elle me répond ah oui c'est vrai que vous aimez bien ça. Je dis, tellement spontanément, là je me suis dit ok.
Je crois qu'il va encore falloir qu'on en discute un petit peu, parce qu'effectivement, là, je me suis retrouvée face à cette situation qui est, si vous m'aviez pas demandé d'y penser, ça m'aurait pas traversé l'esprit nécessairement. Et en même temps, je comprends. Elle est en 3e année, c'était son premier stage, elle a un TFE à faire, elle a un projet à mener, théâtral. Si en plus, alors qu'il y a un boulot incroyable à réaliser, une séquence méthodologique à mettre en place, faire attention à la didactique du français, aux traits linguistiques qui seront envisagés, aux compétences qui seront travaillées, le genre en plus, ça devient vraiment compliqué. Et vraiment, je comprends. Par rapport à Steve, c'est un autre étudiant qui, lui, est revenu une fois d'un stage, il y a 3 ans, catastrophé en disant j'ai eu une évaluation assez défavorable de ma pédagogue. Elle m'a fait une remarque qui ne me plaît pas du tout et je trouve que c'est un vrai problème dans cette institution, le nombre de paradoxes que vous mettez en évidence et que vous-même vous incarnez. Et donc je dis, pourquoi? Que s'est-il passé? Elle est venue me voir et elle m'a dit que je n'incarnais pas assez l'instituteur masculin. Alors, je ne vous cache pas que c'était un moment un peu particulier en fin de journée. Donc, effectivement, je suis un peu comme ça à court d'idées. Je ne sais pas très bien comment réagir. Je ne veux pas me mettre non plus en porte-à-faux avec ma collègue ni la désavouer. Mais donc, je lui demande d'expliquer ce qu'elle voulait dire. Il dit, ben oui, elle m'a dit, tu sais, des instituteurs hommes, il n'y en a pas beaucoup dans les écoles primaires. Et donc, il faut que tu sois beaucoup plus autoritaire parce que les instituteurs, ils auront les classes des plus grands, en 5e ou en 6e primaire. Et en tout cas, c'est toujours de l'instituteur qu'on attend qu'il fasse les rangs, qu'il appelle dans la classe, qu'il intervienne dans la classe des enseignantes quand ça ne se passe pas bien. Et il m'a dit, moi, je ne veux pas du tout faire ça. Et je n'ai pas du tout envie de changer et de me créer une fausse identité. Et il est allé en discuter parce que c'est ce que je lui ai proposé. Je lui ai dit, écoute, je pense qu'il faut que tu en discutes avec elle et pas avec moi. Je ne peux pas intervenir dans une évaluation d'un collègue, mais va en discuter. Et cet étudiant-là n'a pas essayé de me ranger de son côté. Il a simplement souhaité discuter avec moi et revenir sur, effectivement, la structure de l'assignation des rôles pour construire sa réflexion qu'il voulait mettre en évidence, sans nécessairement agresser, évidemment, la collègue, mais simplement pour que son discours soit structuré et cohérent et réfléchi, et on a eu une longue discussion. Et donc, je pense qu'à ce moment-là, cet étudiant était vraiment en réflexion réelle par rapport à cette assignation. Alors, une dernière petite anecdote pour mettre en évidence le dernier point, qui est, je pense, l'isolement de ce module sur la dimension de genre dans mon institution. Parce que, en fait, à part dans ce cours-là, il y a très très peu de collègues qui l'envisagent. Et donc, c'est un petit peu compliqué parce qu'on est une petite équipe, donc on le fait dans nos cours. Certains collègues s'en préoccupent un peu et vraiment par réelle bienveillance et gentillesse, disent, parce qu'après ils viennent me le dire, quand ils entendent un propos stéréotypé ou sexiste, ils disent « Ah, c'est Madame Leroy qui va pas être contente si elle vous entend ». Et donc, on est un peu devenus comme ça, catalogués dans l'institution comme « Ah, eux, c'est ceux qui parlent égalité, donc surtout faites attention quand vous parlez devant eux ». Mais je pense que ça n'est pas très constructif et que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et pour finir, une petite pensée pour mon collègue. Il y a 3 jours, un collègue qui, à la cafétéria, m'a fait une remarque qui m'interpelle encore et toujours cet après-midi. On a eu un drame dans la cafétéria. Une grosse araignée est venue se faufiler en dessous d'une table d'étudiants et d'étudiantes. Catastrophe, l'hystérie collective, tout le monde en a peur et on se dit « Au secours, au secours, au secours, il y a une araignée qui veut bien la retirer ». Et une étudiante dit « Un homme pour venir nous sauver ». Là, je dis « Un homme, les filles, pour vous sauver d'une araignée, c'est quand même un petit peu ambitieux, non? C'est peut-être pas nécessaire. » Et donc, je prends l'araignée, je la mets dehors. Et là, elle me regarde en disant « Mais comment vous avez osé prendre une araignée dans les mains ?» Enfin bref, ça, c'est pas tellement l'aspect héroïque que je veux mettre en évidence. C'est plus l'idée que mon collègue, avec qui je parlais 2 minutes avant,
a dit devant les étudiants, « Oui, mais Madame Leroy, c'est pas une vraie femme. » Et donc là, je l'ai regardé et j'ai dit, « C'est quoi une vraie femme pour toi, Olivier ?» Et il a dit, « Oui, mais tu sais bien que je plaisante. » Ça m'a pas du tout fait rire. Je ne vous cache pas que j'ai eu envie de le frapper juste pour lui dire, tu veux voir alors si je suis pas une vraie femme après tout, puisque les vraies femmes ne frappent pas et que j'en suis pas une vraie, je peux peut-être te frapper devant tous les étudiants, ça peut être sympa, ça fera une petite histoire à raconter dans l'école. Mais je me suis simplement dit, c'est incroyable le nombre de fois où j'ai entendu des gens dire ça. Pas seulement à moi, mais à d'autres filles, femmes qui souhaitaient mobiliser des compétences atypiques. Et donc je pense que pour toutes ces femmes-là, je trouve que c'est vraiment un combat et un cours qui a vraiment, vraiment énormément d'importance. Pour toutes ces femmes à qui on dit « vous n'êtes pas des vraies femmes » ou « des garçons manqués ». Mais aussi pour tous ces garçons qui hésitent, encore aujourd'hui, à devenir instituteurs primaires ou instituteurs maternels, à faire des activités qui sont normalement réservées aux filles parce qu'ils ont trop peur qu'on les traite, eux, de femmelettes. Et donc je pense à tous ces étudiants qui sont là. C'est une photo assez symbolique parce que c'était un moment très chouette à la fin d'une expo. Et donc je pense notamment à quelques-uns qui sont là, et notamment à Nora, à Basile, à Samira, que je vois de loin, à Fanny, à Steve et à Julie, qui sont des étudiants qui ont vraiment donné énormément de leur personne pendant ce module. Et chaque année, il y a des étudiants qui se font violence. C'est-à-dire des étudiants qui disent « Ok, ça va faire mal, ça va remettre en question mon mode de vie, ça va remettre en question mes pratiques, ça va même peut-être remettre en question mes relations personnelles avec mon petit copain, ma petite copine, avec mes parents, avec mes frères, avec mes sœurs. Mais tous ces étudiants-là ont décidé de jouer le jeu avec nous. Et quand ils jouent le jeu, ça donne vraiment quelque chose d'intéressant et c'est porteur. Et à ce moment-là, on se dit, bon, on va peut-être pouvoir arriver à faire quelque chose. Voilà, je vous remercie. Merci pour ce formidable témoignage qui n'est pas qu'un témoignage, qui est aussi une analyse de terrain, qui est un message d'espoir aussi par le dynamisme et la détermination et l'intelligence qu'on sent derrière. Je peux vous dire que moi j'ai horreur de prendre les araignées en main, c'est jamais moi qui fais ça à la maison. Par rapport à ce que vous disiez en introduction, qu'on vient très peu vers vous pour poser des questions sur le module de genre, mais par contre pour l'orthographe, mais dans la société civile, on a eu dernièrement une intervention d'un philosophe très médiatisé qui a dit exactement la même chose, Michel Onfray. On ferait mieux d'apprendre vraiment l'orthographe que s'occuper de la théorie de genre, comme il disait. Vous avez soulevé de manière très pertinente aussi la question de l'homosexualité. Dès qu'on rentre dans ces questions-là, est-ce qu'on n'est pas en train de tout niveler, de promouvoir l'homosexualité? Et je pense que vous avez bien décortiqué aussi de manière humaine, la manière dont quelque chose prend quand même si ce n'est pas un enthousiasme fou sur les résultats, on sent quand même qu'il y a une interpellation qui se crée, parce que vous créez un groupe d'intelligence collective, d'interaction, d'expériences communes. Et donc on sent quand même qu'il y a des choses qui évoluent dans ces groupes-là, dans les personnes avec qui vous travaillez. Donc c'est très interpellant, c'est très riche comme témoignage. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Demander une précision. Non, c'est pas une précision, c'est juste une question. Quelle serait la situation idéale? La situation idéale, eh bien qu'on n'ait plus besoin nécessairement de donner ce module, en fait. Finalement, qu'on puisse se dire que dès le départ, dès l'école maternelle, dès la crèche, voire dès les couloirs des gynécologues où les femmes enceintes et leurs compagnons ou leurs compagnes attendent un petit garçon ou une petite fille, que dès cet instant-là, on n'essaye pas déjà de coller des étiquettes sur ces individus qui ont besoin de pouvoir, je pense, s'épanouir et faire des choix en étant libérés de tout conditionnement et d'assignation, quoi. Mais
c'est une belle utopie. Quelqu'un voulait poser une autre question à Madame Leroy? Oui, Christelle. À quel moment de l'année ce cours, cette semaine, est-elle donnée? Alors, c'est au mois d'avril. Donc, les étudiants ont déjà réalisé leurs 2 stages de l'année. Ça a été choisi effectivement parce qu'on veut pouvoir après se détendre un peu, parce que retourner en classe le lundi, moi, ça me semble absolument impossible. Mais c'est aussi, on l'a envisagé en disant, il faut qu'ils aient un minimum d'expérience de terrain pour pouvoir réfléchir aux applications concrètes. Et donc, c'est pour ça qu'on attend qu'ils aient réalisé leurs 2 premiers stages. Maintenant, on pense que ça devrait pouvoir se faire en première, en deuxième, en troisième, voire on a vraiment l'impression que nous, on fait très très peu, et qu'un cours comme celui-là chaque année, à mon avis, serait tout à fait justifié, quoi. Il n'y a pas d'autres interventions? Oui. J'ai bien compris, je trouve ça très très chouette que dans le travail que vous faites avec les étudiants, il y a un souci de montrer que lutter contre les stéréotypes, c'est augmenter l'éventail des possibles, lutter contre les assignations qui sont aussi finalement contraignantes pour les garçons que pour les filles. Mais je me demandais, quand vous abordez la question de la hiérarchie ou des rapports de pouvoir, est-ce que vous l'abordez et comment c'est perçu à ce moment-là? C'est quand même beaucoup plus difficile, je pense, en écoute. Oui. Alors ça, c'est vraiment effectivement une question qu'on se pose chaque année. Et par rapport à ça, donc je l'ai dit, on travaille en équipe. Au sein de l'équipe, tout le monde n'est pas très à l'aise avec cette question. Et donc, en fait, pas parce que certains nient le fait qu'il y a une hiérarchie et une domination, mais parce que c'est là qu'on a, nous, une difficulté par rapport à la neutralité qu'on nous demande dans la formation. Mais effectivement, c'est aussi lorsque on aborde les supports, par exemple, que là, on réfléchit quand même ensemble au fait qu'il y a des assignations valorisées et valorisantes et d'autres qui le sont beaucoup moins. Et quand on fait le calcul, on arrive à un constat. Mais on souhaite qu'ils le posent eux-mêmes, effectivement, et dans les portfolios, la documentation théorique s'y trouve, mais on souhaite qu'ils le fassent eux-mêmes parce que, effectivement, sinon on risque de se poser, nous, comme les détenteurs de cette vérité, et on craint toujours de les braquer quand on arrive avec ce discours-là. C'est-à-dire, effectivement, moi je suis féministe, je le revendique, tant que je peux et partout où je vais, sauf durant cette semaine-là où j'essaye de ne pas me présenter avec une étiquette parce que j'essaye de prendre juste la posture de formatrice. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, parfois j'entends des choses qui me rendent dingue, quoi, où j'ai envie de dire mais ça va pas, non, mais comme on est vraiment dans une volonté socio-constructiviste, où on se dit si on impose quelque chose, le sujet étant tellement sensible qu'on risque de fermer la porte, qu'on préfère que ça vienne d'eux. Mais ça vient généralement assez rapidement dans les interventions des étudiants. Et c'est pas évident.